Allez, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. On va parler du tatouage et des ados, justement, Stéphane Clerget. Et puis, on va essayer de comprendre ce que ça signifie, l'amour, et comment il faut aimer. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Stéphane Clerget, vous avez remarqué que les ados se tatouent de plus en plus. Oui, certains adultes aussi, mais c'est vrai que c'est généralisé aujourd'hui chez les ados. Oui, le tatouage est devenu à la mode. Alors c'est un marqueur. On le dit souvent, suivant les époques, il y a des marqueurs et le tatouage est un marqueur. Alors l'autorisation pour un mineur est obligatoire. Je crois que c'est important de le rappeler à ceux qui nous écoutent. Si vous êtes parents, vous êtes donc là pour éventuellement donner l'autorisation ou pas à votre enfant de se tatouer. Alors c'est justement le propos de mon Love Conseil. Est-ce qu'il faut le laisser libre ou est-ce qu'il faut l'empêcher de se faire tatouer? Évidemment, tout jugement de valeur sera contre-productif. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Donc le mieux, c'est de l'interroger sur ses motivations. Ce serait peut-être ce que vous conseillez ça aussi? Oui, c'est une bonne idée. Alors est-ce qu'il veut embellir son corps? Est-ce qu'il veut faire comme son copain ou comme sa copine? Est-ce qu'il veut imiter une star? Qu'est-ce qu'il veut faire écrire aussi? Ce qu'il veut faire dessiner ou écrire sur le plan symbolique, ça a beaucoup d'importance. Qu'est-ce qu'elle veut cacher? Oui, ou qu'est-ce qu'elle veut mettre en valeur aussi, parce que alors c'est plus souvent le cas du piercing, mais le tatouage c'est aussi souligner une partie particulière de son anatomie. C'est pas anodin si on veut se tatouer sur le bras ou sur. Oui, si vous avez envie de réagir, Jacob Azeroual, je vous en prie. Juste donner mon opinion parce que je suis très intéressé par ce que j'appelle le sentiment d'existence, ce besoin d'exister et de s'individualiser. Parfois, il est adapté. Donc, adapté, ça veut dire quand on va à la découverte de soi-même et de révéler son soi profond, sa signature. Donc, chacun de nous a une signature. Donc, c'est un travail qui se fait au travers de la scolarité, de la vie de famille et par plus tard dans la vie professionnelle, etc. Mais ça peut aussi se faire de manière inadaptée, c'est-à-dire se différencier des autres, notamment, par exemple, par le tatouage, par le piercing. Moi, je me souviens d'une interview d'une ado à qui on avait demandé pourquoi est-ce qu'elle était hyper percée, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, en tout cas vraiment très très percée. Elle disait mon père est catholique, ma mère est protestante, moi je voulais avoir une religion complètement différente, donc je me suis individualisé comme ça. Donc voilà. C'est important. Donc, une fois que vous avez pu communiquer avec votre enfant, il y a des chances que vous ayez un petit peu un semblant de réponse, on va dire. Et après, vous pouvez lui expliquer que vous comprenez, mais que vous préférez qu'il attende ses 18 ans, parce que une fois majeur, donc plus mature, en principe, le choix sera plus clair. Alors, je crois que le tatouage, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est un langage entre le monde intérieur de l'ado qui voit son corps qui se transforme et le monde extérieur. Il y a quelque chose de c'est une sorte de message, mais c'est aussi un rituel dans un monde qui peut-être en ce moment manque parfois de repères. Voilà, donc. Mais c'est quand même de toute façon important d'avoir une communication plutôt que d'interdire. Parce que si vous êtes dans une interdiction brutale, il y a des chances malheureusement qu'il trouve quand même un tatoueur qui, malgré son jeune âge, sera prêt à le tatouer, non? Oui, après on peut quand même dire les choses. Si vraiment on est opposé parce qu'on pense que c'est dans l'intérêt de l'enfant, on peut lui demander de patienter un peu. Les 18 ans sont pas forcément si loin que ça. Si la demande est à 17. Oui, mais si elle est à 15 ans, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On peut proposer des tatouages éphémères en attendant. Parce qu'il faut rappeler quand même que le tatouage, ça ne s'enlèvera plus. Ah non, c'est très difficile de les retirer. Très difficile, ouais, absolument. Ce que j'aurais voulu dire, c'est surtout, j'insiste, parce que vous avez 1000 fois raison, alors, et en particulier dans la période ado, lorsque vous dites il faut surtout pas braquer. Parce que quand on braque, c'est là qu'on a l'effet contraire de l'effet préconisé. Pourquoi? Parce que l'ado, ou malheureusement même les adultes parfois, l'ado, au lieu de se poser la véritable question, est-ce que véritablement je veux, il va dépenser son énergie à gérer l'opposition par rapport à ses parents, au lieu de se poser lui-même de se poser la question sur son véritable désir. Est-ce que véritablement il souhaite ça? Ou est-ce que, puisqu'on s'oppose à moi, alors juste par opposition, je vais le faire? Voilà, donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que le problème des tatouages, si par exemple ensuite il s'est fait tatouer sur les avant-bras et qu'il a un métier, je veux dire qu'il y a encore aujourd'hui des endroits où être tatoué, c'est pas forcément la meilleure manière d'être embauché. Oui, tout le monde n'est pas destiné à être marin.
Mais c'est fini l'époque où il y bon avait juste les marins qui se faisaient tatouer. Ah bon Stéphane Le monde a Clerget. changé. Le monde est en train de changer, oui. Alors justement, Jacob Azeroual, vous avez sorti ce livre aux éditions Guy Trédaniel qui parle justement beaucoup de l'existence de soi sur l'amour, hein, savoir s'aimer avec un S apostrophe un petit peu moins évident, hein, parce qu'on a comme ça à première vue on lit Moins évident ou le contraire. on lit Plus en exergue. savoir aimer, hein, quand on regarde le livre. Ah oui. Stéphane Clerget, vous êtes C'est d'accord, vrai. hein. Et vous dites bien que l'amour de soi commence par l'amour des autres. Et ça surprend. L'amour de soi commence par l'amour des autres. Parce qu'on dit toujours qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer. Alors, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que le premier chapitre de votre livre, vous expliquez, vous posez la question de c'est quoi l'amour ? Et alors, il y a une phrase que je trouve merveilleuse, et je tiens à la citer parce que je la connaissais pas. Je crois que c'est Clint Eastwood qui a dit ça, et je trouve ça magnifique. Clint Eastwood est un penseur. Bah oui, vous avez fait des films Non, j'aime bien ces formidables, films, j'aime bien. Clint Eastwood. Attendez, c'est quand même un metteur en scène qui Oui. nous fait réfléchir dans beaucoup de ses films. Je vous taquine, je Mais- sais que vous êtes amoureuse de lui. Bon. Bah, il est un peu vieux quand même, hein. Franchement. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs sous. Oui, mais vous savez, moi j'ai compris que pour avoir un homme en érection, faut pas les prendre trop vieux quand même. Bon, je peux la dire cette phrase, Stéphane Clerget. Pardon. Tout le monde s'interroge sur la façon de laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on devrait plutôt penser à laisser de meilleurs enfants sur notre planète. Ah, c'est magnifique. C'est Hein. très bon. Ça, j'insiste beaucoup parce que les parents, alors ça c'est un peu rien à voir parce qu'effectivement j'écris un livre aussi sur la relation parent-enfant et où je dis malheureusement que les parents sont parfois trop obsédés sur la réussite scolaire de leurs enfants. Alors que j'explique bien sûr, c'est très important d'avoir des enfants diplômés, mais le plus important, c'est posez-vous la question, est-ce que vous avez fait des bons enfants ? Est-ce que vos enfants, entre eux déjà, est-ce qu'il y a une fraternité ? Est-ce qu'ils sont bons avec les autres ? Est-ce que vous leur avez appris ? Alors du coup, là, c'est l'inverse, le sentiment d'altérité, est-ce que vous leur avez à s'intéresser aux autres ? D'apprendre à être tout simplement des gentils, pas des méchants, pas dans l'agressivité, pas dans l'égocentrisme. Mais ça, c'est très important. Et comment on apprend à son enfant à être gentil ? C'était notre émission lundi d'ailleurs sur la gentillesse. Ah. J'ai beaucoup aimé, je me suis permis de l'écouter. Ah Et bah, d'ailleurs, c'est gentil. il y a tout un chapitre sur la gentillesse. Oui, Il y je sais a un bien. chapitre qui s'appelle Aimer, c'est dire merci, et que j'ai ajouté vraiment parce que je trouve c'est très très important de développer ce mood, je dirais, de la gentillesse. La gentillesse, comme on dit, c'est gratuit, ça coûte pas grand-chose, et pourtant ça change complètement tout. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est comme des épices dans un plat. Ça a l'air, c'est infime comme quantité, et pourtant ça relève le goût, et ça donne un goût quasiment qui change entièrement la nature du plat que l'on est en train de déguster. Bah, ça y est, vous me donnez faim maintenant. Alors, en revanche, je trouve que vous insistez beaucoup sur le savoir pardonner, hein, dans votre livre. Alors pardonnez, parce que est-ce que- vous avez mille fois raison, dans le sens où quand j'ai travaillé sur ce livre sur l'amour, en fait, initialement, je me suis toujours dit que la problématique de l'être quand il est heureux ou bien malheureux, c'est le fait ou bien de ne pas être aimé ou bien de ne pas être capable d'aimer. Mais je me suis rendu compte en me posant la question sur le pardon, parce que j'ai eu en thérapie de manière concomitante 2 couples qui souhaitaient pardonner mais qui n'arrivaient pas à pardonner et qui étaient amoureux, qui aiment, n'est-ce pas ? Mais encore le pardon, là j'en parle de manière très générale, non, c'est-à-dire allez-y, pas uniquement allez-y, dans le couple, mais aussi un père par rapport à son fils ou le fils par rapport au père ou la mère, etc. C'est que finalement je me suis rendu compte qu'on peut aussi être piégé et pourrir, pardonnez-moi ce terme un peu fort, toute sa vie uniquement parce que j'ai pas été capable de pardonner ou parce que j'ai pas eu l'audace ou le courage de demander pardon. Parce que j'explique également, je dis que celui qui pardonne est grand, celui qui demande pardon est grand, mais lequel des deux est le plus grand ? J'explique que celui qui demande pardon est plus grand que celui qui pardonne, parce que ça demande de laisser de côté son orgueil, Son ego, voilà, etc. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, s'excuser n'est pas quelque chose de si fréquent, notamment dans les couples, Jacob Azeroual. Hein. On voit bien que dans les couples, on peut avoir un accès de colère ou avoir oublié quelque chose, etc. Mais s'excuser, c'est demander pardon en quelque sorte, mais c'est un acte pas si évident. Hein. Mais alors, vous voyez déjà qu'il y a un problème étymologique, parce que s'excuser, justement, pose cette problématique de s'auto-pardonner. Parce que s'excuser, c'est je m'auto-pardonne. Alors qu'en fait, je dois présenter des excuses. Bien sûr, Et mais quand dans on le dit- langage maintenant, Absolument, vous avez je suis raison. d'accord avec vous, mais vous voyez déjà que c'est la problématique. Donc notamment, effectivement, où je vous explique que pour demander pardon, Mais on peut dire excuse-moi, on n'est pas obligé de dire je m'excuse. c'est ça.
Donc, effectivement, pourquoi je dis ça? C'est pas uniquement une histoire de français, c'est sur le plan de la pensée même, de se dire que quand je demande pardon, ou j'explique d'ailleurs, où je dis que pour qu'une demande pardon soit, entre guillemets, recevable et considérée comme telle, encore faut-il que je sois capable de reconnaître que j'ai fait de la peine, mais sans détour. Parce que si je commence à dire, je t'ai trompé, mais je vais t'expliquer pourquoi, je t'ai frappé, mais je vais t'expliquer pourquoi, là, non, pas du tout. Je dois uniquement reconnaître. Je t'ai fait de la peine, je te demande pardon de t'avoir fait de la peine. Voilà, c'est reconnaître que je t'ai fait de la peine. Être capable d'avoir ce courage de dire... Mais c'est intéressant ce que vous dites, je crois, à Jacob Azeroual, parce qu'en effet, c'est plus facile de dire excuse-moi, parce que bon, voilà, on rentre pas trop dans les détails. Je te demande pardon, ça devient... compliqué, non? Vous trouvez pas, Stéphane Clerget? Non, mais c'est vrai, on dit excuse-moi si on marche sur le pied de l'autre, mais quand on a fait quelque chose de grave, on doit dire je te demande pardon. C'est ça, parce que effectivement, moi, ce que j'appelle la vraie demande de pardon, c'est quand la personne véritablement s'investit. S'investit, c'est pas pardon, voilà, on a heurté quelqu'un dans le métro. Non, je parle pas de ça. Je parle de prendre rendez-vous avec la personne à qui j'ai fait de la peine, j'ai occasionné du tort, et véritablement regretter dans le sens, je ressens quasiment la même douleur. Voilà, et donc effectivement sur le pardon il y a quasiment 70 pages parce qu'il y a plein de sous-chapitres, notamment est-ce que je suis responsable lorsque je l'ai pas fait exprès. Je pose ce genre de questions. Voilà, le truc classique, le mari qui oublie, ou le marron ou le compagnon qui oublie l'anniversaire de sa femme. Alors est-ce qu'il est responsable d'oublier? Alors j'explique. Bien sûr que oui, dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que notamment dans ce cas précis, une femme, elle va pas s'attarder, elle va être peinée quand on ait oublié son anniversaire, non pas sur un plan technique, mais sur un plan symbolique. D'accord, il y a l'anniversaire, mais si tu as oublié, ça veut dire c'est pas important pour toi. Parce que si c'était important, dans ton agenda, tu l'aurais marqué en rouge, en bleu, en vert, en fluo. Ils n'ont plus d'agenda. Alors, tu aurais mis des rappels sur ton téléphone, tu aurais demandé à ton assistant de te le rappeler. Voilà. Oui, mais je suis d'accord avec vous, Jacob Azeroual, d'autant que moi, j'essaye de noter les anniversaires de beaucoup de mes proches pour pas les oublier, et je les mets en rouge. En effet, vous avez raison. Mais c'est différent parce que l'homme, c'est pas tellement dans sa nature de penser à ce genre de choses qui sont en effet pourtant importants pour les femmes. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais ils devraient tous écouter la fameuse chanson qui disait « Ah, si j'étais un homme ». Moi, je trouve qu'on devrait la rendre obligatoire pour tout le monde. Je serais capitaine, c'est-à-dire cette histoire de romantisme. Oui, bien sûr, mais en même temps, franchement, si on oublie un anniversaire au bout de 15 ans de mariage, c'est pas non plus un drame existentiel, quoi. Non? Oui. Ça dépend, en fait. Les choses sont importantes quand elles sont importantes pour l'autre. Bien sûr, bien sûr. C'est comme la fête des mères. Il y a des familles, moi, de ma famille, on ne fête pas la fête des mères parce qu'on fait des cadeaux toute l'année, on n'a pas besoin et on dit je t'aime toute l'année, on n'a pas besoin. Donc, mais il y a des personnes, par contre, si vous fêtez pas la fête des mères, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est important dès que c'est important pour l'autre. C'est comme la ponctualité. Si vous savez qu'il y a des gens qui passent à table à 19h30, c'est pour vous, c'est pas important si j'arrive à 20h. Non, si eux, c'est 19h30, 19h30. Et pour ça, faut-il encore savoir communiquer. Et c'est vrai que ça fait partie des... Ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'histoire du tatouage, c'est que les parents doivent avoir ce fil rouge, c'est-à-dire être dans la transparence et échanger. Après, on peut aider son mari ou sa femme à se souvenir d'autres anniversaires en parlant quelques jours avant. Par exemple. Oui, tiens, comme c'est mon anniversaire jeudi, Stéphane. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est demain. C'est demain. Oui, j'y penserai. Vous y pensez. Parce que, justement, je peux rebondir sur ça. Jacob c'est aimer, c'est essayer de se débrouiller, de ne pas mettre l'autre en position de déficience, c'est-à-dire de ne pas le mettre en tort, donc de s'arranger aussi pour ne pas avoir de choses à lui reprocher. Comme on sait que notre homme il est un peu étourdi, qu'il va certainement oublier, on lui fait une petite piqûre de rappel quelques jours avant. Oui, ça c'est beau aussi. Oui. Absolument. Absolument, c'est lui. Ouais. C'est pas au contraire dire tiens, je vais encore réussir à ce qu'il oublie et je vais pouvoir lui faire une scène chic alors. Absolument. Et donc effectivement, il y a un passage par exemple où je dis que quand vous voulez demander service à quelqu'un qui vous aime, si à 7 sur 10 vous pensez qu'il risque de dire non parce que ne demandez pas.
plutôt que de le mettre en défaut, et en plus ça va vous froisser, vous allez être frustré, etc. Et si vous pensez qu'il vous trompe, ne lui demandez pas si vous est fidèle, c'est pas la peine, c'est des questions qu'on ne pose pas. C'est l'infidélité, waouh. Exactement. Alors Jacob Azoural, c'est vraiment un joli livre, hein, Savoir Merci s'aimer, beaucoup. aux éditions Guy Trédaniel. Il y a quelque chose que je trouve assez beau aussi, et moi qui me parle beaucoup, même si je parle souvent dans cette émission évidemment du désir, qui est un moteur important, mais vous dites que le plus puissant, c'est l'essence de l'être, et c'est important, et finalement, il y a peu de gens qui se posent cette question-là de qui ils sont, quoi. Quel est leur moteur, quel est le sens qu'ils donnent à leur vie. Parce que ça, c'est le cheminement pratiquement de toute une vie, dans le sens où, en fait, devenir soi, pour moi, toute la vie, le sens de toute l'existence, à travers quelle famille je tombe, la scolarité, les échecs, les réussites, le couple, etc. En fait, c'est juste de nous rapprocher de nous-mêmes pour devenir nous-mêmes. En fait, quand je comprends cette idée-là, où j'explique, par exemple, je dis, un pommier, ça fait des pommes. Est-ce qu'un pommier dépense de l'énergie quand il fait des pommes? Non. Parce que vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit des pommes. Alors, est-ce qu'il dépense d'énergie? Non. Pourquoi? Parce qu'il est devenu pommier. Et quand je suis ce que j'ai à être, c'est quelque chose d'abord à la fois d'extrêmement confortable parce que je consomme très très peu d'énergie, parce que je suis moi-même, mais aussi en même temps, il y a une sérénité parce qu'il y a une adhésion entre le moi tel que je suis de manière factuelle et mon moi profond tel que je suis de manière intrinsèque. Et la plus grande des jouissances, c'est celle-là. De l'alignement, hein, que j'utilise souvent. Oui. Alors, je la connais pas. C'est tout simplement d'être aligné, ça veut dire d'avoir bien les pieds sur terre et un peu la tête dans les étoiles quand même, et puis d'être en relation avec son sexe, son cœur, son esprit, et quand tout ça est cohérent, on est aligné. Enfin, oui, on peut citer les étoiles, parce qu'effectivement, si vous avez fait attention, je cite Le Petit Prince avec les étoiles. Et malheureusement, donc moi j'explique, c'est ma thèse sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry, où pour moi il n'est pas mort par accident. Pour moi, il est mort, c'est un suicide, parce que je dis que le Petit Prince, pour moi, c'est une sorte de testament où il raconte sa mort future. Et le Petit Prince et l'aviateur, pour moi, ne sont la même personne. C'est l'enfant qui vient demander à l'adulte qu'il est devenu, est-ce que tu as respecté le contrat? Est-ce que tu es allé vers toi-même? Ou est-ce que tu t'es détourné? Donc quand vous dites effectivement l'alignement avec les étoiles, c'est exactement ça quand il dit il va rejoindre les étoiles. Mmh. Mais d'ailleurs, si on part un peu dans de la spiritualité, mais il y a des personnes qui à un moment donné dans leur vie ont un grave accident et meurent d'ailleurs souvent, mais c'est parfois aussi parce que justement c'est tellement pas aligné que autant s'en aller, quoi. Mais bon, ça c'est... On y croit ou on n'y croit pas, hein, c'est une théorie. Absolument. Mais ça, effectivement, je l'évoque à un moment, parce qu'effectivement, je parle de l'estime de soi, mais là, je parle aussi de la haine de soi, et où j'explique dans la haine de soi, quand quelqu'un ne se sent pas assez important, ou bien il a une sorte de faiblesse par rapport à la conviction de sa légitimité ici, et tel qu'il est, et tel que sa vie est, effectivement, il y a ce que je vais appeler le suicide passif, c'est-à-dire ou bien de se mettre réellement en danger, ou alors, exactement, ou de se laisser mourir, c'est-à-dire de se mettre dans une situation où je ne vais pas réagir, où je ne vais pas développer mon instinct de survie. C'est ça. Et on le sait malheureusement sur toutes les personnes qui ont subi des abus dans l'enfance, hein, on sait à quel point il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, évidemment. C'est la raison pour laquelle effectivement il faut, dans tous les cas, essayer de faire la paix avec soi-même, de se réconcilier, de se consolider et de colmater ses propres brèches. C'est un joli livre, Savoir s'aimer, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup, Jacob. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci à Sud Radio. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, Stéphane Clerget, et on va peut-être à nouveau vous écouter, vous, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.